Alors, je commence. Alors, bonsoir, messieurs, dames. Plaisir de vous voir ici. Je m'appelle Sébastien Lopiński. Je suis informaticien. Je travaille au CERN, alors le Centre laboratoire de physique des particules, qui est sur la frontière franco-suisse, tout près de Genève, mais c'est un centre international. C'est pas un laboratoire suisse. Voilà. Et puis, je m'occupe directement de la sécurité informatique au CERN. Alors, je suis adjoint de responsable de la sécurité des systèmes d'information. Alors, comme ce centre, c'est pour ça que je le mentionne, comme ce centre, c'est un centre international, il y a toutes les nationalités, bon, surtout toutes les nationalités européennes. Moi, je suis polonais. Alors du coup, je travaille en anglais. Français, c'est mon troisième langue. Alors excusez-moi si je, parfois peut-être, n'arrive pas à exprimer exactement ce que je veux. Je vais essayer mon bien. Voilà. Et puis de nouveau, n'hésitez pas à m'interrompre et poser des questions parce que ça sera, je pense, plus facile, même mieux que pour vous, s'il y a des choses qui sont peut-être pas évidentes, de les clarifier tout de suite. Alors, j'attaque. Et puis, alors, je vais parler de ce sujet cybercriminel contre vous, contre moi, alors contre les gens, contre les particuliers. On sait que maintenant c'est un grand sujet. On tous utilise les ordinateurs, les comptes, les systèmes d'information. On garde nos données, nos photos, nos informations soit sur l'ordinateur, soit sur les services quelque part en ligne, sur les clouds. Et puis, malheureusement, il y a des attaques. Il y a notamment les criminels qui veulent profiter de ça et qui sont contre nous. Alors, à peu près, je divisais cette présentation en, disons, trois parties. La première, je vais vite parler de alors, comment les criminels ils font de l'argent. Alors, parce que bon, ce sont criminels, alors ils veulent gagner de l'argent, tout simplement. Ça, c'est la motivation. La deuxième partie, on va voir un petit peu plus quelques exemples des attaques qu'on a vues notamment au CERN, mais ça, je suis sûr que vous avez vu sur vos boîtes email, parce que vous allez voir que ce sont les tactiques ou techniques ou les techniques voilà, courantes. Et puis, troisième partie, alors on va un peu cibler sur comment on peut se protéger. Parce que ça, c'est aussi l'idée. Alors que ce ne soit pas seulement académique, mais que vous avez quelques informations qui vous seront utiles, j'espère. Alors, je commence avec comment les cybercriminels se font de l'argent. Après, bien sûr, c'est une vue simplifiée, mais on peut voir ou distinguer six à peu près catégories. Alors, d'abord, il y a ce qu'on appelle les trojans des banques en ligne. Alors, les logiciels malicieux, ça c'est trojan, c'est logiciel malicieux. Alors, tout simplement, si par exemple mon ordinateur devient infecté et contrôlé à distance par des criminels, et puis j'utilise cet ordinateur ou peut-être mon portable, je l'utilise pour se connecter à mon banque en ligne, bah forcément, alors les criminels, ils auront le même accès à mon compte bancaire en ligne que j'ai. Alors forcément, ils pourront pouvoir... bon, après, les banques aussi, ils ont certaines protections. Alors, par exemple, si les criminels essayent de transférer mes argent à un nouveau compte, bah, la banque va dire, attendez, c'est un nouveau destinataire, un nouveau bénéficiaire. Alors, si vous confirmez ou pas, voilà, il y a quand même... Mais ça, c'est une façon comment les criminels ils font de l'argent. Ou tout ce qui est fraude, vol de cartes de crédit, cartes bancaires, cartes bleues. Si les criminels arrivent à savoir le numéro de ma carte, ils vont essayer de payer avec cette carte en ligne. Après, bien sûr, il y a des protections qui marchent en principe, mais ça, c'est une façon dans laquelle il essaie de profiter. Douzième, et de nouveau, n'hésitez pas à me interrompre s'il y a des questions. Douzième façon, c'est ce qu'on appelle hameçonnage, ou en anglais phishing. Alors, il s'agit de chaque fois quand les criminels essayent ils créent de pages web qui ressemblent à des pages web légitimes. Alors, par exemple, ils vont créer une page web qui ressemble à la page de ma banque ou de la page web de Google ou autre, et ils vont essayer de me faire en sorte que je visite cette page web qui est malicieuse et je m'authentifie sur cette page web. Alors si je m'authentifie sur une page web malicieuse qu'ils contrôlent, ils vont savoir mon mot de passe. Ouais. Alors ça c'est hameçonnage.
c'est un peu lié à usurpation d'identité. Dès que les criminels commencent à savoir de plus en plus sur moi, s'ils ont accès à mes comptes, mais aussi à mes données, ma date de naissance, plein d'autres informations, ils vont peut-être essayer de profiter de ces informations pour, bon, après ça dépend des pays, de comment le système marche, mais par exemple, de déjà même prendre un prêt à mon nom, ou déjà se faire des documents, par exemple carte d'identité à mon nom, mais avec leur photo. Et après, voilà. Alors ça, c'est usurpation d'identité. Ou peut-être ils vont appeler à mon opérateur de portable et ils vont dire écoutez, j'ai perdu ma carte SIM, vous pouvez m'envoyer une nouvelle carte SIM, je ne me souviens pas de mon mot de passe, mais moi je m'appelle comme ça, ma date de naissance c'est ça. Voilà, alors si les criminels savent tous ces détails sur moi, ils vont essayer d'y profiter. Quatrième élément, et je pense que ça vous avez dû entendre, ransomware. Alors là, tout simplement, il s'agit de... Et ça, c'est très courant et potentiellement très, très dévastateur. Alors, imaginons que mon ordinateur devient infecté. Et les criminels, tout simplement, infectés, oui, alors il y a un virus ou autre. Et puis, les criminels vont en fait encrypter ou chiffrer mes données, mes fichiers sur mon ordinateur. Alors pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, bah moi, Sébastien, il va vouloir avoir accès à ces fichiers, alors ils vont me demander que je paye avec des crypto-monnaies, peut-être en fonction du pays d'ailleurs, peut-être en France 800 € en Bitcoin, pour qu'ils me donnent le clé de déchiffrement, le clé qui va me servir à déchiffrer. Après, une bonne question, c'est alors, je paye, est-ce que je vais recevoir ces clés ou pas? Alors, parfois oui, en fait, parce qu'ils essayent d'être honnêtes, disons, parce qu'à la limite, c'est leur business. Alors, s'ils demandent de l'argent mais jamais donnent la clé de déchiffrement, personne ne va leur payer. Alors, normalement, bon, ça dépend, mais assez souvent, ça marche. Bon, après, parfois, ils donnent cette clé de déchiffrement ou le logiciel qui va déchiffrer mes données. Mais quand même, peut-être ce logiciel, il y a un bug, il y a un problème, et finalement, ça ne marche pas. Et puis, il n'y a pas de support, il n'y a pas de téléphone pour appeler à l'aide. Voilà. Alors, on a déjà payé, puis même, on n'a toujours pas accès à nos fichiers. Voilà. Et il y a un troisième risque lié à ça, c'est que même si peut-être je payais, qui est d'ailleurs une très mauvaise idée, en principe, parce qu'en disant, on soutient ces modèles si on paye. Voilà. Mais disons, je payais, je décryptais mes données, ou peut-être, tout simplement, c'est beaucoup mieux, c'est d'avoir une copie de ces données. Voyez, alors peut-être mes photos, je les garde sur mon ordinateur, mais aussi peut-être sur un disque externe que j'ai à la maison. Et puis voilà, s'il y a un problème avec mon ordinateur, j'ai toujours une copie. Ça, c'est bien sûr la meilleure solution. Mais l'autre problème, c'est que dès que mes fichiers sont... mon ordinateur est contrôlé par les criminels, alors ils peuvent encrypter les données, mais ils peuvent aussi se faire une copie de ces données. Alors du coup, mes photos, peut-être c'est pas si grave, mais aussi peut-être mes fichiers, je sais pas, financiers ou médicaux que je garde sur l'ordinateur, maintenant c'est les criminels qui l'ont. Alors peut-être ils vont dire, on va publier vos fichiers, sauf si vous nous payez. Alors on paye une fois, mais peut-être le mois prochain, ils vont dire la même chose. Alors voilà, c'est pas évident malheureusement, c'est pas gagné. Bon, alors c'est une façon de comment ils se font de l'argent. Une autre, c'est tout ce qui est arnaque, extorsion. Il y a plein de... Je montre d'ailleurs certains exemples, mais par exemple, peut-être vous avez aussi reçu des emails qui disaient « Alors, cher messieurs, madame, c'est la brigade de cybercriminalité et on a trouvé que depuis votre ordinateur ou votre adresse IP, ou c'est vous qui avez, par exemple, disons, consulté les matériels pédopornographiques. C'est criminel, voilà, c'est un crime. Alors, vous n'avez pas vous l'avez pas fait, bien sûr, mais voilà, vous recevez cette lettre. Et puis, bon, bien sûr que cette lettre, c'est un faux, mais il dit,
quand même, elle dit. Mais bon, si vous payez 500 euros, pour l'instant, on ne va pas suivre la procédure pénale. Bon, la justice ne marche pas comme ça, on est d'accord, je pense. Mais apparemment, il y a des gens qui payent. Parce que, voilà, et apparemment, c'est une modèle que ça marche pour les criminels. Et après, il y a une autre chose qui est intéressante. Alors, on peut dire que moi, peut-être, je n'ai pas de données sur cet ordinateur, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a vraiment pas de secret, tout ça. Mais quand même, c'est un ordinateur avec certaines puissances de calcul, limitées bien sûr, mais quand même. Alors, si les criminels, ils contrôlent à distance mon ordinateur et des milliers des ordinateurs, ils vont utiliser cette puissance de calcul pour faire certaines manipulations sur crypto-monnaies genre Bitcoin, qui va les faire gagner de l'argent, tout simplement. Voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais déjà, le fait qu'il utilise mon ordinateur, il peut gagner un petit peu d'argent sur mon ordinateur, l'autre, et voilà, finalement, il gagne de l'argent. D'accord? Bon, après, il y a plein d'autres. Là, c'est juste quelques exemples, mais déjà, ça montre déjà la variété. Voilà. Les criminels, ils vont toujours chercher et trouver, malheureusement, les façons de faire de l'argent. Par exemple, pour les rançons, est-ce que si on ne veut pas payer, est-ce qu'il y a une façon de se sortir? Alors, la question, c'est si on ne paye pas, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est ça? Alors, pour les rançons, alors, déjà, en amont, vraiment, ça vaut la peine d'avoir quelque part les copies de nos fichiers, de nos photos de famille, de nos documents qu'on garde sur l'ordinateur. Ça, alors, ça peut être un disque externe, ça peut être le storage en ligne ou sur cloud, je sais pas, genre Google Drive ou Dropbox ou il y a d'autres services. Ça vaut la peine parce que comme ça, au moins, même si notre ordinateur devient encrypté, on a une copie de ces données. Après, je pense que payer, il y a plus de risques, plus de problèmes que ça va créer plus de problèmes que résoudre. Alors normalement, ce n'est pas une bonne idée. Mais bon, après, il y a parfois des gens qui payent, et certaines personnes qui payent, finalement, ils reçoivent le déchiffrement. Alors, tout ça, c'est un crime. Alors, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on est victime de ces attaques? Voilà. Tiens, t'entends. Tiens, moi, ça n'entendra pas. Alors non, je vais peut-être répéter la question. Voilà. Alors, à qui on adresse si on devient une victime? Ça dépend vraiment, mais bon, après, si c'est vraiment un crime et vous avez perdu de l'argent, bien sûr, il faut le déclarer à la police ou voilà, ça c'est clair. Bon, après, c'est déjà un peu tard. Je n'ai pas une bonne réponse à cette question. Oui, non, mais en principe, alors si on est vraiment victime d'un cybercrime, c'est un crime comme autre, c'est en ligne, mais on est victime d'un crime, on le déclare à la police ou à la gendarmerie, ça marche toujours. Bon, je veux dire, on doit le faire. Après, peut-être les criminels sont à l'autre bout du monde. Et peut-être les crimes, ça vous a coûté tous vos photos, mais en financier, ça a coûté combien? Alors peut-être finalement, ça ne va pas être poursuivi, sauf s'il y a beaucoup de victimes, ou sauf, voilà. Je pense que moi, je suis d'avis qu'il faut le déclarer à la police parce qu'éventuellement, s'il y a beaucoup de déclarations comme ça, il y a un suivi quelque part. Peut-être pas instantanément, peut-être pas qu'il va vous sauver, mais en général, ça va améliorer les choses. Peut-on empêcher le criminel d'encrypter mes données? Alors, dès que les criminels ont l'accès à votre ordinateur, c'est trop tard. Alors, bon, cela dit, si on a un antivirus, un logiciel antivirus sur l'ordinateur qui va peut-être le voir et puis arrêter au moment que ça se passe, parce que vous dormez peut-être c'est au milieu de la nuit, vous n'allez pas voir qu'il y a un problème avant la matinée, mais ça sera trop tard. Alors oui, antivirus, ça vaut la peine de l'avoir, c'est sûr. Mais je dirais, et c'est pour ça que je parlerai des différentes manières de protection, c'est vraiment, c'est clair que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus facile de se protéger avant plutôt que réagir après. Ça, c'est sûr. Et ça, je vais me concentrer maintenant. Alors, oui.
Et au sens genre, je pense des gens ou des entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont attaquées. Ça, c'est une très bonne question. Alors, la question combien de gens payent, quel pourcentage, et puis c'est vrai que là, je parle un petit peu du point de vue d'un particulier, comme vous et moi. Mais c'est sûr que ces attaques, surtout ransomware, les criminels ciblent aussi des entreprises, peut-être même plus, surtout les entreprises, des très petites entreprises jusqu'à grandes entreprises, grandes internationales. Parce que l'entreprise, il y a de l'argent, plus ou moins. Pourcentage, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a pas un grand pourcentage, surtout pour les entreprises, aussi parce que dans certains pays, c'est même illégal de payer aux criminels. Et puis, bon, après, si c'est 500 € qu'on paye en tant que particulier, personne ne va réagir. Mais si, par exemple, il y a une grosse boîte qui est attaquée, elle rançonne, disons, 2 millions d'euros, bah, c'est beaucoup d'argent. On ne le fait pas avec une carte de crédit, on le fait avec la banque, mais la banque va refuser à faire ce transfert ou à aider à acheter, par exemple, les bitcoins pour faire le paiement. Voilà. Alors déjà, même payer, même si on veut ce paiement, ce n'est pas toujours facile ou légal en fonction du pays. Je ne suis pas sûr en France, mais au moins je sais que ça serait très compliqué pour une entreprise de payer. D'accord. Alors, mais merci pour l'auto-question, parce que voilà, ça, comme ça, je peux clarifier des choses et puis voilà. Alors, après, je vais me concentrer sur une technique d'attaque particulière qui est toutes les attaques qui viennent par les courriels, par les emails, parce que, alors courrier électronique, parce que c'est le principal vecteur d'attaque. Vraiment, c'est comme ça. Bon, il y a plein d'autres, mais ça, vraiment, surtout pour les particuliers, c'est comme ça qu'on devient victime, d'une façon ou autre, d'une de ces attaques. Et pourquoi? Alors, il y a 3 raisons directes. Parce qu'envoyer des courriels pour les criminels, c'est hyper facile et ça coûte rien. Ou le criminel, ou moi, ou tout le monde peut le faire en milliers ou centaines de milliers par heure et ça coûte quasiment rien. Alors, on envoie 100 000 emails, et puis même si le pourcentage de victimes, ça sera, je sais pas, 1 centième de pourcent, déjà on a 10 victimes, vous voyez, et qui vont payer peut-être. Deuxième raison, c'est que c'est très facile pour les attaqueurs de fausser l'expéditeur. Ça veut dire mettre n'importe quoi dans le champ expéditeur, from, voilà, on peut mettre président de la République. C'est tout à fait possible, ça semble bizarre, mais malheureusement le protocole email, il est comme ça. C'est un peu comme une lettre normale. Vous écrivez le destinataire d'un côté et de l'autre côté, vous pouvez écrire l'expéditeur. Normalement, on écrit notre nom, mais rien n'empêche d'écrire votre nom, par exemple. C'est exactement la même chose, c'est bizarre, malheureusement, c'est comme ça. Alors, ça veut dire qu'il ne faut jamais faire confiance à ce qu'on voit ici, tout simplement. Et troisième raison, c'est qu'avec les courriels, les criminels ils vont envoyer soit les pièces jointes qui sont infectées, qui contiennent des virus, soit les liens vers les sites qui sont malicieux. Alors, par exemple, le lien, on clique, on ne tombe pas sur la page web de la banque, mais la page web qui ressemble. Voilà. Et c'est très facile, et puis voilà. Alors, c'est pour ça que l'email, vraiment, c'est le vecteur principal d'attaque. Alors, je vous propose de voir quelques de ces tactiques courantes des criminels dans le but de déjà se rendre compte. Et puis, moi, je suis d'avis qu'il faut savoir comment ces attaques sont faites pour pouvoir les détecter et pour ne pas tomber victime nous-mêmes. D'accord? Alors, un premier exemple que je vous montre, c'est comment un criminel peut duper une victime, même sans infecter son ordinateur. Alors ça, c'est vraiment genre d'attaque, c'est une arnaque, c'est plutôt attaque de confiance entre les humains. L'ordinateur, ça n'a rien à voir ici, vous allez voir. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de site web malicieux, c'est vraiment... Voilà. Alors, disons que moi, par exemple, si je reçois un email qui me dit « Cher monsieur, nous avons infecté votre ordinateur
Et nous contrôlons votre ordinateur et nous allons tout le contrôle, y compris votre caméra web qui est dans l'ordinateur, et nous allons vous enregistrer. Bon, c'est pas trop grave si je travaille, mais bon, peut-être dans les situations délicates, intimes, elles disent on vous a enregistré pendant que vous avez visité le site web pour les adultes. Alors en fonction, voilà. Alors, soit vous nous payez, soit on va publier ça. En réalité, mon ordinateur, dans ce cas-là, il n'est pas infecté. C'est quasiment sûr. Il n'y a pas d'enregistrement, c'est juste un message comme ça. Mais ça peut faire peur. Si, voilà. Alors, pour faire ça plus crédible, les criminels vont utiliser différentes techniques, parce que sinon, si vous recevez ça, alors ils essayent de prouver que mon ordinateur il est vraiment infecté. Alors, ils vont par exemple, ça c'est un vrai cas d'un collègue, un certain Robert au CERN, voilà. Alors, il a reçu cet email, mais l'email, le courriel, il venait de lui-même. Bon, il semblait devenir de lui-même, parce qu'on sait qu'on peut mettre n'importe quoi ici. On peut mettre, voilà. Alors, les criminels ont mis comme si je reçois un email à moi, mais qui vient de moi-même. Et à ce moment-là, je pense, alors, si quelqu'un envoyait un email de ma boîte email, ça veut dire que la personne contrôle ma boîte aux lettres, ma boîte email. Ça veut dire que mon compte, il est déjà hacké. Pendant que ce n'est pas le cas. Je ne suis pas sûr si c'était clair. Voilà. Alors, c'est juste un petit truc pour que la victime croit à tout ça. Ça veut dire que ce qui vient après l'arrobase, CH, ça peut être utilisé par n'importe qui. Oui, on peut mettre n'importe quoi là. On peut mettre n'importe quoi. Oui, vraiment. Pas seulement dans la partie qui est visible, mais aussi dans la partie qui est vraiment comme si vous répondez, vous allez vraiment écrire un email à ça. Mais on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors, voilà. Ou une autre façon à laquelle le criminel essaye de me prouver qu'il contrôle mon ordinateur, ils vont m'envoyer cet email, c'est de nouveau un vrai cas, en disant « Je connais votre mot de passe ». Et là, il y a vraiment un mot de passe. Alors, je reçois cet email, je regarde, et effectivement, ce mot de passe qui est là, c'est mon mot de passe. Bon, peut-être c'est un mot de passe que j'utilisais il y a longtemps, disons, et ça m'est arrivé dans un magasin de vélos avec des pièces détachées, voilà, sur un site web avec un magasin en ligne. Mais c'était vraiment mon mot de passe. Alors, à ce moment-là, je me dis, effectivement, ils savent quelque chose de moi. Probablement, ils ont attaqué mon ordinateur. Sauf que, de nouveau, ce n'est pas vrai. C'était peut-être le site web de dans mon cas, magasin en ligne de vélos, qui était hacké. C'est là que mon mot de passe et le mot de passe de tous les utilisateurs ont été volés avec mon adresse email. Et ensuite, les attaquants, ils les changent, ils les achètent, vendent, voilà. Et après, quelqu'un utilise cette information pour me faire croire comme si mon ordinateur était hacké. Vous voyez? De nouveau, mon ordinateur, tout va bien. Mais voilà. Et après, le message, c'est voilà, je fais une vidéo enregistrement de vous. Alors, je suis prêt à les publier à tous vos contacts par email, sur les réseaux sociaux. Alors vraiment, et ça peut, effectivement, en fonction de ce qui est dans l'enregistrement, ça peut quand même vraiment bouleverser la vie d'une personne. Alors vous voyez, si c'était vrai, c'était voilà. Et les gens, l'attaque dit ici, payez-moi $500 dans ce cas-là à cette adresse de Bitcoin. Et souvent, les criminels même aident. Ils disent, alors, et pour payer en Bitcoin, voilà, il y a la procédure, parce qu'il veut m'aider à payer. Alors dans ce cas-là, oui, il aide. Il y a toute la documentation, comment acheter Bitcoin, comment le transférer, pour que ça soit facile, parce que c'est dans leur intérêt que ça soit facile. Ça, c'est rigolo, mais c'est ça. D'accord? Alors, 12e exemple. Alors, comment voler un mot de passe d'une victime et prendre contrôle de ses comptes en ligne? Alors ça, c'est ce qu'on appelle hameçonnage classique. Imaginez que je reçois cet email qui dit Hello Sébastien ou Hello voilà,
Et de nouveau, tout ce que vous voyez sont vraiment les vraies attaques qu'on a vues au CERN, et puis je pense que vous avez vu des attaques similaires. Alors, cher monsieur, voilà, il y a un problème avec votre compte informatique ou autre, il faut cliquer ici pour confirmer. Alors, si je clique, je tombe sur une page web, mais bien sûr une page web malicieuse, et puis je veux m'authentifier, parce que je veux débloquer mon compte, sauf que je veux à ce moment-là donner mon mot de passe aux criminels. Et après, ils vont l'utiliser pour d'autres buts. Parfois, ces emails sont écrits dans une façon que c'est clair que c'est pas vrai. C'est même écrit pas bien écrit, voilà. Ou avec des erreurs, ou avec, je sais pas, des hélices. Il y a des problèmes. Mais parfois, c'est très bien écrit. Parfois, il y a même en bas un joli texte officiel avec des liens pour ce qui concerne la vie privée ou l'ego, aspect légaux, tout ça. Alors parfois, ça ressemble pas mal à un vrai email. Alors, comment on peut savoir si c'est un vrai mail ou pas? Bon, déjà, je pense que la règle, c'est si vous avez des doutes, alors fort probable que c'est faux. Franchement. Si on a des doutes, on ne fait pas confiance. Ça, c'est vraiment la règle. S'il y a quelque chose qui cloche pas, il ne faut pas suivre. Alors, si je reçois ça, bon, déjà, ce que je peux faire, c'est mettre le curseur de souris sur le lien, mais sans cliquer. Et vous voyez, si je le mets, il y a une petite fenêtre qui apparaît avec adresse de cette page web que je vais visiter. Bon, après, ce n'est pas toujours évident de savoir si c'est une bonne adresse ou pas, mais déjà ici, je ne sais pas, c'est Microsoft, c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Voilà. Alors, probablement, bon, ce n'est pas évident toujours de savoir, mais probablement ça ne ressemble pas à, par exemple, cern.ch/quelque chose. Alors, probablement, c'est un faux. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même email, on peut avoir des liens qui sont malicieux, parce que celle-là, il est malicieux, et les liens qui sont tout à fait légitimes. Alors, par exemple, celle-là, c'est un lien qui est légitime. Voilà. Mais bien sûr, voilà. Oui, mais c'est pour ça que je dis souvent que le but, ce n'est pas que tout le monde sache exactement toujours, parce qu'il y a plein de cas différents. Le but, c'est de savoir que si on a des doutes, si on n'est pas sûr que c'est bon, alors il ne faut pas y aller. Alors, si on n'y va pas, disons que je reçois cet email de PayPal. Et il me dit, votre compte PayPal, il faut le confirmer, voilà. Si je ne suis pas absolument sûr, je ne vais pas cliquer du tout. Je ne vais même peut-être pas examiner tout ça. Je ne vais pas cliquer du tout sur le lien. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir moi-même un navigateur web et moi-même taper paypal.com, parce que je sais que ça marche, voilà. Et là, je suis sûr que je suis sur la page web, la vraie, et je n'ai pas suivi un lien qui me redirige quelque part, voilà, dangereux. D'accord? Et alors, un troisième exemple, là, il y aura, je pense que ça va vous faire, ça sera intéressant de voir. Alors, et ça, on a vraiment vu au CERN, comment infecter un ordinateur et voler ses mots de passe. Alors, c'est un email, bon, je cache les adresses, voilà, mais c'est un vrai email qui était reçu par une équipe au CERN, et puis qui venait, au moins sur le nom, c'était le chef de cette équipe. Okay? Alors, et souvent, vous voyez, il y a toujours des trucs de confiance ou d'autorité. Alors, si je reçois quelque chose un peu bizarre de mon collègue, bon, peut-être je vais l'ignorer. Si déjà ça vient de mon chef ou chef de mon chef, c'est un peu différent. Vous voyez. Alors là, effectivement, ça venait du chef d'une équipe de, je sais pas, une vingtaine de personnes, qui disait un certain Giovanni, mais déjà on voit ici que l'adresse email, bon, derrière, c'est bizarre, c'est pas Giovanni ça. Mais de nouveau, souvenez-vous, même si l'adresse email c'était Giovanni. Je me souviens, bon, son nom de famille, @cern.ch, de nouveau, ce n'est pas les preuves que nous avions de vrai Giovanni. On ne peut juste pas faire confiance du tout à ça. Alors, Pourtant, oui. très souvent, dans mon expérience, moi, de ceux que je mets à la poubelle, c'est parce qu'ils ont une adresse mail qui n'est pas crédible. C'est vrai. Et donc, il y a ceux qui ne savent pas bien faire
Alors, ça, c'est tout à fait vrai que même si le criminel peut mettre une vraie adresse, souvent ils vont mettre une adresse qui n'est pas qui est clairement faux. Et ça m'étonne un peu aussi. Bon, il y a plusieurs raisons pour ça, y compris ce que, et vous allez voir, si je réponds à ça, je pense que je réponds à Giovanni, mais en vrai, je réponds à criminel. Et ce criminel peut continuer à discuter avec moi. Pendant que si parce que Giovanni, son compte, il n'est pas hacké. Giovanni, voilà. Alors, si le criminel mettait ici les vraies adresses email de Giovanni, bah, si je réponds, bah, c'est Giovanni qui va les recevoir. Il va dire, c'est quoi ça? Alors, il y a aussi cet aspect, je pense. Et effectivement, ici, alors c'était un email qui a été envoyé il y a 3 ans ou 4 ans maintenant dans la matinée. Et puis, il disait, il faut ouvrir ces fichiers parce qu'il y a quelque chose d'important, ouvrez-le, voilà. OK. Alors, heureusement, la plupart des personnes n'ont pas ouvert, ont vu qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a une personne qui a ouvert, je vais vous dire. Il y a une personne qui répondait à cet email, mais dans la soirée, à 8 heures, répondait « Bonjour Giovanni, mais c'est un hameçonnage, non? Est-ce que tu peux confirmer ?» Alors déjà, c'est bizarre parce que si c'est vrai Giovanni, il va dire « Non, non, c'est bon ». Si c'est un criminel, il va aussi dire « Non, non, c'est bon ». Alors déjà, cette question, ça n'a pas trop de sens, je veux dire, voilà. Mais bon. Elle a répondu sur la fausse adresse. Tout à fait, tout à fait. Alors forcément, ça tombe sur le criminel. Et, voyez ça, dans 5 minutes, le criminel, il a répondu. Il a répondu, en toujours disant qu'il est Giovanni. Il a répondu, oui, c'est tout bon, ouvrez-le, puis aussitôt que possible. Alors ça montre que parfois, il y a des criminels qui, ce n'est pas juste les automates, mais il y a des gens qui vont essayer d'entrer en discussion, en conversation. Alors, si on ouvre, bon, déjà, ça ne serait pas une bonne décision, mais si on ouvre ces fichiers, qu'est-ce qui se passe? Alors, on ouvre, mais on voit rien, pas grand-chose, on voit que c'est un document sécurisé. Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ça semble légitime parce qu'il y a un logo, parce que voilà. Alors, mais je ne sais pas, alors, mais c'est déjà un peu bizarre. Et il y a un lien pour télécharger ce document. OK. Si je décide de cliquer sur ce lien, de nouveau, pas une deuxième mauvaise décision. Alors, ce logiciel que vous voyez ici, il va m'avertir que, attention, vous allez sur un site web qui s'appelle ruedesnunu.com. Qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec Giovanni, avec le CERN, c'est n'importe quoi ça. Et puis le logiciel m'avertit. Mais bon, quand même, il y a des gens, souvenez-vous, si j'envoie 1000 emails comme ça, finalement, quelqu'un va cliquer. C'est comme ça, statistiquement. Voilà. Alors, troisième mauvaise décision, quelqu'un clique sur permettre de suivre ce lien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la page web qui s'ouvre et finalement, on tombe sur une page web qui ressemble à Excel. Bon, déjà, c'est bizarre parce que d'abord, c'était PDF, maintenant, c'est Excel. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Déjà, à ce moment-là, vraiment, la personne devrait se dire non, ça ne va pas du tout, ça. Mais bon, et malheureusement, pour voir ça, dites-moi. L'image précédente, s'il vous plaît. Celle-là. Ou... Il vient d'où le security warning? Du criminel ou de la protection antivirus? Non, en fait, c'est même des protections c'est un vrai warning, c'est un vrai avertissement qui vient de ce logiciel. Du coup, là, c'est Adobe Reader. Alors, le logiciel qui ouvre le PDF, qui a ouvert, voilà. Et ce logiciel dit, déjà, c'est bien qu'il avertit, il a raison. Il dit, attention, vous cliquez sur le lien et vous allez tomber sur un site web tel et tel. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez y aller? Alors, voilà. Alors, déjà, trois mauvaises décisions. Et quatrième, ça serait de mettre mon mot de passe ici. Et puis, malheureusement, sur 20 personnes, quand même, une personne a vraiment suivi toute la chaîne jusqu'à ici et donné son mot de passe. Alors, on peut dire, elle est bête, cette personne. Ou on peut dire, malheureusement, ça va toujours marcher. Si on envoie, et puis alors, je sais, bon, c'est bête, bien sûr, mais à la limite,
au boulot ou dans la vie, on est stressé, on est pressé, il y a plein de choses, on fait 3 choses à la fois, il y a un email, il y a Giovanni, tout ça, on clique parce qu'on veut faire quelque chose. Alors, d'une façon, je comprends pourquoi ça marche. Ça m'est arrivé parfois, bon, pas donner mon mot de passe quand même, mais de cliquer sur le lien, et juste après, je me rends compte, attends, est-ce que ça va? Parce qu'on veut faire quelque chose, vous voyez. Alors, ce que j'aime dire souvent, c'est que idéalement, parce que ça prend du temps de réfléchir de tout ça, ça prend du temps de chaque email vérifier les liens ou ouvrir le navigateur web, aller sur le site web. C'est un effort. Et on est pressé, on n'a pas le temps, voilà. Alors, idéalement, on devrait avoir ça comme réflexe, cette notion qu'il faut faire attention, il ne faut pas faire confiance, il faut penser avant de cliquer ou surtout de donner mon mot de passe. C'est un peu comme si on traverse la roue. Maintenant, vous traversez la roue, vous ne pensez pas de ça. Vous regardez droite-gauche, vous regardez plusieurs fois, vous traversez la roue sans penser de ça, parce que ça a devenu un réflexe, n'est-ce pas? Et idéalement, on aurait des mêmes bons réflexes ou réflexes pour notre sécurité aussi dans la vie en ligne. Alors, juste pour dire, suivant ce cas, 6 mois plus tard, les mêmes Giovanni, les mêmes faux Giovanni, mais dans notre adresse, a envoyé à de nouveau les mêmes 20 personnes, mais un par un email comme ça, dis-moi si tu es disponible, j'ai besoin de toi, je ne peux pas recevoir des appels, mais réponds-moi sur email. Voilà. Et après, la personne a cherché d'arnaquer les victimes du Vincent ou autre. Encore 4 mois plus tard, alors il insiste. Hein. Là, je prépare de nouveau de Giovanni, même destinataire, je prépare une surprise pour un collègue, mais tu peux m'aider à acheter 10 bons ou vouchers d'Amazon de 100 balles chacun, alors 1000 balles. Alors tu l'achètes, tu m'envoies le code, et après je te rembourse. Pas une bonne idée. Il faut pas le faire. D'accord, alors là, parfois ce sont les attaques techniques, parfois ce sont vraiment juste des attaques de confiance, vous voyez? D'accord. Alors après, je ne vais pas passer beaucoup de temps ici, mais juste 3 exemples. Il y a aussi bien sûr des attaques plus avancées. Alors déjà, il y a ce qu'on appelle harponnage, c'est hameçonnage qui est vraiment ciblé sur la personne. Déjà, on peut dire que les Giovanni qui envoyaient l'email à ses collaborateurs, déjà, c'est un peu ciblé. Ce n'est pas cher messieurs, c'est vraiment ciblé parce que l'attaqueur, il savait que Giovanni, c'est un chef de cette personne. Alors, les criminels vont utiliser ces techniques en collectant des informations, peut-être mon profil sur LinkedIn ou autre, quel projet je travaille avec qui, tout ça. Et ils vont utiliser ces données dans les emails qui vont être peut-être ciblés à moi pour que je me trompe ou que je confiance à ce que je vois. Alors, et puis dès que je avais une victime et mon ordinateur finalement, peut-être j'ouvre finalement un fichier qui est infecté, et finalement le criminel arrive à installer un virus sur mon ordinateur, alors c'est trop tard, c'est fini pour moi, mais après les criminels vont voir peut-être avec qui j'échange des emails, avec qui je corresponds. Et après, les criminels vont écrire peut-être à Marc en disant cher Marc, comme si c'était moi, en disant cher Marc, est-ce que tu peux ouvrir ces fichiers? À bientôt Sébastien. Et Marc, il va recevoir ça de moi, il me fait confiance, alors il va peut-être ouvrir ces fichiers et puis peut-être de nouveau devenir victime. Ou même peut-être les attaqueurs vont utiliser, déjà j'ai une conversation avec mon collègue Marc, disons, ils vont répondre à l'email qu'on a déjà échangé. Alors bon, il y a plein de techniques pour faire en sorte que les nouveaux victimes, que ça semble légitime, même si ce n'est pas. Alors, je vais finir en disant vraiment quelques règles d'or, comment se défendre. Alors peut-être ce seront des règles que j'espère qui sont à peu près déjà claires pour vous, mais peut-être j'en aurai quelques détails aussi. Et après, bien sûr, je répondrai volontairement aux questions. Alors, déjà, on a vu, et je pense que c'est clair, il ne faut pas faire confiance au courriel. Parce qu'on a dit ça,
L'expéditeur, il peut être faux. Tout le monde peut être, je sais pas, président de la République ou autre. On ne va pas faire confiance. Il ne faut pas cliquer sur les liens qui viennent des courriels qui sont suspects. Parce que peut-être ça va aller sur un site web qui n'est pas légitime. Tout ça, tout simplement. Si vous avez des doutes, ouvrez le navigateur web et tapez l'adresse vous-même. Et puis, de nouveaux pièces jointes qui sont en attendu, c'est mieux de ne pas ouvrir. Si vous ouvrez parce que vous pensez que ça va et après ça demande d'activer des macros, il ne faut pas les activer. Alors, il ne faut pas les faire, tout simplement. Alors, certains fichiers, par exemple, si j'ouvre une image, c'est juste une image. Par contre, si j'ouvre un fichier, par exemple Excel ou Word, il peut avoir dans ces fichiers Excel, il peut avoir des programmes, des petits programmes dans ces fichiers. C'est de la fonctionnalité de, par exemple, Excel. Et normalement, c'est légitime. Sauf que les criminels, ils vont préparer ces macros dans le fichier pour que ces macros fassent quelque chose de mauvais. Bon, après, le logiciel, il va dire, attention, il y a macro. Est-ce que moi, je suis sûr que je veux activer ces macros? Alors, si je suis sûr que c'est légitime, oui. Si je ne suis pas sûr, je ne vais pas le faire. Parce que peut-être ces macros viennent dans le fichier, viennent d'un criminel. D'accord? Alors, la règle numéro 2, tout simplement, il ne faut pas faire confiance en général à tout ce qu'on reçoit par email, mais aussi peut-être par téléphone. Parce qu'il y a des attaques, on nous appelle et on dit bonjour, je suis votre équipe de support informatique. Je pense que vous avez problème avec l'ordinateur. Alors, si vous me permettez, je vais vous aider. Je vais vous dire qu'il faut installer quelque chose. Il ne faut pas le faire. Alors, ce n'est pas seulement email. Alors, si vous recevez des messages qui semblent trop bons, ce n'est pas vrai. Alors non, si vous n'avez pas gagné, mais hérité d'une fortune, vous n'avez pas reçu une affaire, c'est tout faux, c'est juste pour vous arnaquer. Non, votre banque ou PayPal ne vous demande pas de confirmer votre compte. Votre patron ne vous demande pas de transférer de l'argent, tout ça. Alors, si ça semble bizarre, c'est une arnaque, tout simplement. Alors, règle numéro 3. Soyez prudent sur Internet, en ligne, sur le web. Bon, c'est facile à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, peut-être réfléchir avant de cliquer et peut-être, si on n'est pas sûr ce qui se passe, pas y aller, pas le faire. Certainement, s'assurer que chaque fois qu'on va s'authentifier, qu'on est vraiment sur le site web qu'on pense, de la banque ou Google ou autre, et pas une page web qui ressemble. Et puis, c'est très important de ne pas installer le logiciel qui... Si une page web, on visite une page web et cette page nous dit alors, pour mieux fonctionner, il faut installer ce logiciel sur votre ordinateur. Alors, il ne faut pas le faire, parce que fort probable, ce logiciel il est malicieux. D'accord? Quatrième, protégez votre ordinateur en général. Alors, c'est très simple à la limite. Maintenir le système d'exploitation à jour, alors installer toutes les mises à jour, et puis aussi mettre à jour les logiciels, pas seulement le système Windows ou autre, mais logiciels aussi. Par exemple, surtout, notamment navigateur web. Et puis, comme je dis, c'est une très bonne quand même idée d'avoir un antivirus qui est à jour aussi, lui. Parce que si on a un antivirus, mais qui n'est pas au courant des attaques actuelles, il ne va pas nous protéger contre ces attaques actuelles. L'antivirus intégré de Windows suffit? Alors, je dirais que oui. Oui. Je dirais que déjà, maintenant, oui. Oui. Bonne question, merci. Et dans les antivirus, il y en a qui sont gratuits, comme Avast, et puis il y en a qui sont payants, puis il y en a d'ailleurs qui sont une partie gratuite et une extension payante. C'est ça ma question. Est-ce que le gratuit protège? Alors, pour les antivirus, déjà, peut-être la plus facile solution, c'est vraiment de faire confiance à cet antivirus Windows Defender, je pense que ça s'appelle, qui vient avec Windows. Et maintenant, il est bien. Il n'est peut-être pas top, mais il n'y a pas top non plus d'autres. Oui. Oui. Il fait partie de Windows en général. Je pense que oui.
Alors, sur Apple, c'est une bonne question. J'ai un antivirus parce que Apple en soi, il n'a pas d'antivirus dans la plateforme. Après, lesquels, ceux qui sont commerciaux, ça marche. Bon, après, je n'entrerai pas dans les détails, lesquels est mieux, lesquels peut-être, parce que c'était très difficile à comparer, ça change. Je pense que si vous utilisez un antivirus, un des antivirus qui sont populaires, qui sont utilisés, ça va marcher. Après, bon, il y a ça, il y a d'autres, il y a beaucoup. Mais disons, mais ça déjà c'est bien. Voilà. Après, il y a des antivirus qui sont gratuits, notamment Avast, que vous avez mentionné. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Je dirais que ce qui est vraiment important, c'est d'assurer que ce n'est pas que juste on a installé l'antivirus. S'il nous demande de se mettre à jour, bah, il faut le mettre à jour. Il faut le permettre de se mettre à jour automatiquement. Comme d'ailleurs avec le système d'exploitation en général. Et on a toujours tendance de dire « Ah non, non, pas maintenant, peut-être demain ». Mais il faut vraiment faire la mise à jour. Voilà. Et puis, la cinquième de ces règles, vraiment ce sont les règles de base. Je pense qu'il y a, j'espère, pas trop de surprises ici, mais bon, je les mets comme ça. Pour protéger nos comptes en ligne et nos ou mes mots de passe, il faut faire plusieurs choses, notamment utiliser les mots de passe qui sont forts, alors pas faciles à deviner. Alors je ne veux pas mettre le mot de passe comme mot de passe le nom de ma femme ou de mon fils. Et après, alors fort, ça veut dire avec langue, peut-être avec des caractères différents. Majuscule, minuscule, point d'interrogation, voilà. Et puis après, c'est pas évident de se souvenir de tous ces mots de passe, alors on utilise les gestionnaires de mots de passe. Ça, c'est bien recommandé. Alors un logiciel qui est sur mon ordinateur, ou même parfois ça fait partie, surtout en Apple, ça fait partie des systèmes, Keychain par exemple, que ce logiciel, il va avoir tous mes mots de passe. Alors, c'est peut-être pas idéal, mais il est bien protégé. Comme ça, je n'ai pas besoin de me souvenir de ces mots de passe. Et pour ouvrir ce logiciel, il faut que je donne le mot de passe, disons, master. Alors, comme ça, j'ai besoin de me souvenir d'un seul mot de passe qui m'ouvre accès aux autres. Alors, mais peut-être même plus important, il y a les deux autres éléments. Alors, il ne faut jamais réutiliser le mot de passe. Alors, si j'utilise un mot de passe sur mon magasin de vélo, qui était hacké, finalement, je ne vais pas utiliser le même mot de passe sur l'autre magasin, ou sur, je sais pas, Amazon, ou Google, ou surtout mon travail. Parce qu'effectivement, si un de ces services est hacké, juste pour limiter les dégâts, tout simplement. D'accord? Et puis, et finalement, je vous recommande vivement d'activer ce qui s'appelle l'authentification forte ou multifacteur. Ça veut dire que dans certains services, par exemple Google, ça veut dire, ou Facebook, il y a plein vraiment de services maintenant, ou les banques. Alors, si j'essaie de... Alors là, par exemple, j'ai une application Facebook. Voilà. Si j'ouvre ici, je n'ai pas besoin de mettre mon mot de passe. Par contre, si je veux me connecter depuis mon ordinateur, peut-être il faut que je mette le mot de passe. D'accord. Mais si j'essaie d'ouvrir Facebook avec mon compte, accéder à mon compte depuis un autre ordinateur que je n'ai jamais utilisé avant, alors Facebook va dire, attention, c'est bizarre, parce que Sébastien, il veut se connecter, pas de son portable, pas de son ordinateur, mais d'une autre machine. Alors dans ce cas-là, Facebook va pas seulement me demander mon mot de passe, mais aussi, il va exiger quelque chose d'autre. Alors, quelque chose d'autre, ça peut être un message sur mon numéro de téléphone, ça peut être un appel, ça peut être un code qui sera envoyé par email. Ça sera peut-être juste que si j'essaie de me loguer sur un autre ordinateur, cette application va dire, est-ce que vous êtes sûr, est-ce que vous êtes toujours à peu près en Corse, près de Cargèse, c'est vous qui essayez de vous connecter? Et moi, je dis oui. Et dans ce cas-là, je peux utiliser cet autre ordinateur. Et alors ça s'appelle authentification forte. Et puis de nouveau, c'est vraiment possible dans beaucoup de services. Et puis c'est vivement recommandé. Alors, je pense que j'arrive à la fin maintenant.
Oui. Quelquefois, les logiciels demandent voulez-vous enregistrer votre mot de passe? Comme ça, quand on retombe sur le site, automatiquement, on a les deux informations, l'identifiant et le mot de passe, et on passe. Alors, ça, c'est une très bonne question. Que, voilà, quand je visite un site web, quand je crée un compte sur un site web, effectivement, c'est le navigateur qui va me demander est-ce que je veux qu'il se souvienne de mon nom d'utilisateur et de mon mot de passe. Et c'est pour faciliter la vie, comme ça, demain, si je me connecte sur le même site web, je ne suis pas obligé à mettre mon mot de passe. Mon navigateur se souvient de ce mot de passe. Mais ça veut dire que ce mot de passe, il est quelque part dans mon ordinateur. Alors, pour les sites web qui ne sont pas, disons, cruciaux ou très importants, peut-être mon magasin de vélo, je vais dire oui. Parce que je trouve que, bon, c'est peut-être pas idéal. Si quelqu'un hack mon ordinateur, il va savoir mon mot de passe pour le magasin de vélo. Mais ce n'est pas trop grave non plus. Par contre, je vais quand même dire non aux comptes que je tiens à cœur, qui sont importants pour moi. Alors, mon travail, mon banque certainement, ma banque, des services peut-être Google si j'utilise beaucoup, voilà, ou d'autres services qui vraiment sont importants pour moi, parce que j'ai peut-être des documents qui sont importants. Mais quand il y a cette question, c'est pas pour enregistrer dans le gestionnaire de mot de passe? Alors, ce mécanisme, c'est un peu comme gestionnaire de mots de passe, mais dans navigateur. Voilà, c'est à peu près exactement la même logique. Parfois, il y a des logiciels qui sont à part, mais qui travaillent, qui sont connectés avec le navigateur. Parfois, c'est directement le navigateur qui va le faire. Et normalement, je dirais pour les sites web qui ne sont pas super importants, j'utiliserai ça. Bon, merci, bonne question. Alors, je répondrai aux autres questions si on en a, mais juste pour finir, je veux dire que vous voyez que c'est souvent, c'est pas vraiment les criminels ou les attaquants, ils ne ciblent pas vraiment la technologie. Ils utilisent certaines failles dans la technologie, par exemple le fait qu'on peut mettre n'importe quoi dans le champ expéditeur d'un email. Mais ce ne sont pas vraiment des attaques contre le logiciel ou le système, ce sont un peu les attaques contre nous en tant qu'humains ou la façon dans laquelle nous, on utilise la technologie. Et puis, malheureusement, ça marche, et malheureusement, je pense que ça va toujours marcher, parce que la technologie, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile peut-être pour vous, elle n'est pas facile pour moi. Moi, parfois, il y a quelque chose de nouveau, et je me demande comment ça marche, ou pourquoi ça ne marche pas dans la façon que je pensais, ou pourquoi ça ne marche pas dans la façon que ça marchait hier. Ouais. Alors, et puis, en plus, il y aura toujours les gens qui vont utiliser la technologie pas dans la façon que c'était prévu ou conçu. Et là, c'est une vraie image. Je ne sais pas si vous voyez un petit problème ici, à cette image. Quelque chose de bizarre. Alors, la souris est à l'envers. On peut se dire qu'il y a une seule façon d'utiliser la souris. On ne peut pas se tromper là-dessous. Là. Sauf que, et c'est vrai, il y a mon collègue qui a appris, pour une façon ou autre, il a appris à l'envers. Il peut faire qu'à l'envers. Il travaille comme ça. C'est pas trop ergonomique, c'est pas facile, franchement. Mais il travaille comme ça. Et d'ailleurs, vous imaginez, il bouge à gauche ou à droite, le curseur bouge à gauche. C'est pas intuitif du tout. Voilà. Mais il a appris, il est très efficace là. Il peut pas faire à l'envers. Il n'arrive pas à faire le bon sens. Voilà. Et ça prouve que même une technologie qui devrait être évidente, comme on l'utilisait, il y aura toujours des gens qui vont le faire à l'envers. Alors peut-être c'est un problème soluble. C'est sûr que ce n'est pas un problème facile. Alors, mais quand même, il faut savoir, et c'est pour ça que je parlais de différents types d'attaques et différentes techniques, pour savoir comment on est ciblé, pour pouvoir se protéger quand même. Voilà, alors avec ça, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci.